La troisième guerre mondiale est sociale. Bernard Thibault, bonjour. Bonjour. Membre du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ancien secrétaire général de la CGT, et donc cet ouvrage, La troisième guerre mondiale est sociale. Un titre un peu provocateur, mais voilà, la provocation parfois a du sens. Oui, c'est une provocation destinée à interpeller, alerter, et en même temps qui se cale aussi sur l'histoire de l'Organisation internationale du travail, dont il faut rappeler qu'elle est née après la Première Guerre mondiale. C'est la guerre qui a provoqué une prise de conscience des États qu'il fallait promouvoir à l'échelle internationale la promotion de la justice sociale, qui était le gage, et qui demeure, de mon point de vue, et d'autres acteurs, le meilleur gage d'assurer la paix dans le monde. Ça n'a pas suffi, comme chacun sait, puisqu'il y a eu une deuxième guerre mondiale, d'où une prise de conscience supplémentaire des États qui adoptent une fameuse déclaration, la déclaration dite de Philadelphie, 1944, et qui affirme, de mon point de vue, des valeurs politiques universelles qui devraient être de plus en plus d'actualité alors qu'on s'en est éloigné au fil du temps. Par exemple, les considérations sociales doivent prévaloir dans la gestion de l'économie sur les considérations économiques et financières. Vous avouerez que cette déclaration, parmi d'autres, peut apparaître aujourd'hui comme un slogan syndical alors que c'était une orientation politique fixée par la communauté internationale pour éviter que de nouveaux conflits viennent perturber, assombrir la vie des différents peuples. Et le moyen d'assurer la coexistence, c'est de promouvoir la justice sociale sur l'ensemble des continents. Donc j'ai délibérément utilisé ce mot « guerre » dans le titre, qui fait référence donc à cette histoire de l'Organisation internationale du travail, mais aussi, à mon avis, à la période contemporaine, parce que là où on voit des tensions de toute nature, politiques, économiques, c'est aussi intimement lié aux zones de précarité, de chômage, et il était temps, de mon point de vue, de livrer un diagnostic sur la situation sociale des travailleurs, qui, si on laisse faire, si cette précarité s'accroît, peut, ça n'est pas souhaitable naturellement, et je ne veux pas pronostiquer le pire à l'avenir, mais peut être de nouveau porteur de tensions, voire de conflits. Et d'ailleurs, dans le monde entier, on voit des zones de conflit qui reposent encore une fois sur un fort degré de précarité des travailleurs. Donc il faut une nouvelle prise de conscience à cet égard. Guerre économique, guerre commerciale, guerre technologique. Le terme guerre est utilisé, est omniprésent dans la vie des entreprises ou les rapports interentreprises. On est dans des rapports de force, des rapports dits de concurrence, des rapports de sous-traitance qui sont aussi des rapports de force. Le terme de guerre est omniprésent dans le langage entrepreneurial. Les chiffres que vous mentionnez sont éloquents. Dans le monde, c'est moins d'un travailleur sur deux, c'est ça, qui a un contrat de travail. Tout à fait. J'ai voulu compiler une somme de chiffres qui sont tous issus des recherches, pour l'essentiel des recherches effectués par les différents départements de l'Organisation internationale du travail. Donc ce sont des rapports qui ont été validés par les États, c'est donc des chiffres de référence, mais en les compilant sur un même chapitre, alors qu'ils sont diffusés selon des études thématiques, la santé d'une part, la précarité d'autre part, j'ai voulu rassembler toutes ces données pour livrer une photographie. Et vous avez cité ce chiffre, un travailleur sur deux aujourd'hui qui n'a pas de contrat de travail, mais c'est aussi un sur deux qui n'a pas de système de retraite, c'est 73% de la population mondiale qui n'a pas de système de protection sociale, c'est la moitié de la population mondiale qui vit dans des pays qui ne protègent pas le fait syndical par soit leur constitution ou une loi nationale, et parmi ces pays, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la plupart des pays du Golfe. Donc les pays qui, en termes d'économie mondiale, pèsent de manière considérable, alors que le droit de se syndiquer, la liberté syndicale, fait partie des conventions internationales du travail, dites fondamentales, donc de portée universelle. Nous avons encore une économie qui s'exerce avec de grandes zones d'activité où le fait syndical, le droit reconnu aux travailleurs de s'associer pour exprimer leurs attentes, leurs besoins, voire leurs revendications, n'est pas reconnu. C'est, à mon avis, un manque qui nécessite aujourd'hui d'autres dispositions que celles qui ont été prises. Bien sûr, une guerre, ça fait des morts aussi. Et une guerre, ça fait des morts. Un autre chiffre, 2 300 000 victimes du fait du travail, décès, soit par accident du travail, soit par maladie professionnelle. Et pour l'illustrer, je reprends dans l'ouvrage une image qu'a livrée le directeur général de l'Organisation internationale du travail pour faire prendre conscience de l'ampleur de ces décès. 2 300 000 personnes qui décèdent du fait du travail chaque année, c'est bien plus que le nombre total de victimes du fait des guerres et des conflits qui existent sur la planète. Et il existe
de nombreuses guerres et de nombreux conflits sur la planète. Ça ne veut pas dire une hiérarchie, naturellement, entre ces victimes, mais c'est pour montrer l'ampleur du phénomène qui apparaît de fait beaucoup plus diffus parce que ces décès sont moins massifs que ceux qui existent au travers de conflits qui sont localisés. Bien sûr. Alors, vous êtes à l'Organisation internationale du travail. Il y a deux acteurs majeurs. Il y a les États et puis il y a les multinationales. Et donc, entre ces deux acteurs-là, vous avez une somme de réflexions et de propositions à faire. J'essaye de livrer un diagnostic comme la communauté internationale va le faire, puisque l'OIT va avoir bientôt 100 ans, d'ici 2019. Et donc, le temps est venu, et chacun va le faire, de procéder à un bilan, en quelque sorte, de l'efficacité de l'Organisation internationale du travail. Alors certains vont, au vu des chiffres, considérer que peut-être l'outil n'est plus adapté à la situation. Au contraire, moi je milite pour qu'on retrouve l'approche politique, d'une part qui a donné lieu à sa création, et à son dernier ressort important à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on en revienne justement à ces préceptes politiques, et qu'on corrige dans toutes les décisions, qu'il s'agisse de décisions émanant des entreprises, mais aussi des politiques nationales, des États, à remettre l'humain, le social, au cœur des stratégies et des décisions. Et qu'on arrête de considérer que les considérations économiques ou financières, comme c'est le quotidien aujourd'hui, doivent prévaloir sur tout autre aspect, sans se soucier des conséquences humaines de ces décisions. Et donc dans ce diagnostic, je livre la situation du mode opératoire de l'Organisation internationale du travail, qui fixe des normes internationales, mais qui repose pour leur mise en œuvre dans l'ensemble du globe sur le bon vouloir de chacun des États. Alors il se trouve que nous sommes dans un pays, en France, qui est plutôt un modèle en ce sens, puisque nous sommes le deuxième pays quant au nombre de conventions ratifiées. Il y en a 200 environ, et la France en a ratifié 138. On est juste derrière l'Espagne, 143. Alors après, naturellement, entre un texte ratifié, qui veut dire mise en conformité, ces lois nationales, ces règlements nationaux, il faut vérifier qu'on se donne aussi les moyens que ça soit effectif sur le terrain. Bon, ça c'est... Mais déjà, la ratification est un acte politique très important. Mais il y a une somme de pays qui ne ratifient pas les conventions internationales du travail. Ils participent à leur élaboration, mais ne font rien pour les mettre en œuvre. Donc, se pose la question des moyens de la communauté internationale, puisqu'un des enseignements de 1944, c'était aussi de considérer que tout préjudice porté dans un pays, quel qu'il soit, au besoin d'accroître la justice sociale, portait un préjudice négatif pour l'ensemble de la communauté internationale. Donc, c'était la prise de conscience, déjà à l'époque, que notre sort aux uns et aux autres est intimement lié, et que s'il y a des zones de misère, ça va rejaillir sur l'ensemble de la communauté internationale. Donc cet outil, cette mécanique qui repose sur le bon vouloir des États montre aussi ses limites. Alors je pense qu'il faut continuer à être plus exigeant à l'égard des États, et peut-être qu'il y a d'autres procédures à envisager. En tout cas, je pose le challenge. Je suggère par exemple, pourquoi pas, qu'on ait un classement officiel, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, des pays, un classement selon leur degré d'effort en faveur de la promotion de la justice sociale, l'objet politique premier de l'Organisation internationale du travail. Et en même temps, parallèlement, je suggère d'ouvrir effectivement un nouveau chantier, tout simplement pour tenir compte de la manière dont l'économie se structure aujourd'hui à l'égard des entreprises. Parmi les points identifiés par l'Organisation internationale du travail, il y a aujourd'hui 500 000 multinationales qui sont identifiées comme ayant, je dirais, une main prépondérante sur la manière d'organiser l'économie internationale. Alors, une part prépondérante est parfois assez invisible, impalpable. On sait bien, quand on parle d'entreprise aujourd'hui, le profil des entreprises est très variable, c'est une réalité objective. Et en même temps, leur internationalisation a accentué la difficulté d'avoir des interlocuteurs, de connaître les centres de décision, de connaître ne serait-ce que le profil des capitaux qu'elles régissent et la manière dont elles décident de leurs investissements. Ce qui ajoute d'ailleurs de l'incompréhension dans le rapport entre les salariés et les entreprises. Parfois les donneurs d'ordre, très éloignés sur un continent. Bon. Je pense que la promotion de la justice sociale doit passer désormais par une responsabilité reconnue de la part des multinationales. Alors, c'est un thème qui est un peu récurrent dans l'actualité. En France, un projet de loi évoque par exemple le devoir de vigilance des entreprises. On a eu une catastrophe qui a ému le monde entier, qui est la catastrophe du Rana Plaza, avec plus d'1 millier de victimes, principalement des ouvrières du textile,
où là aussi, en s'apercevant des conditions dans lesquelles ces travailleurs opéraient leur métier au Bangladesh, c'est-à-dire un pays où l'administration est très faible, où il n'y a pas de système d'inspection du travail, où il n'y a pas de service veillant à la sécurité des installations, ça a participé à une catastrophe humaine considérable. Et là, on est en droit d'interroger les donneurs d'ordre quant à l'indifférence qui semble être la leur, pas tous, mais un certain nombre de multinationales, indifférence quant aux conditions sociales dans lesquelles leurs produits sont fabriqués. Et donc, je suggère, avec d'autres acteurs, que l'OIT puisse être une institution, qui est une agence de l'ONU, reconnue comme pouvant intervenir sur la manière dont les multinationales opèrent la conduite de leurs affaires et la manière dont leurs produits sont fabriqués. Je vais prendre un autre exemple que je mets en exergue. Il y a encore 168 millions d'enfants qui sont au travail aujourd'hui, y compris dans des industries au service d'activités internationales, donc de multinationales. Au-delà des États qui doivent rester des gendarmes sur leur territoire, je pense qu'il est temps de réfléchir à des procédures avec les multinationales elles-mêmes, les amenant à une forme de contrôle qui ne fera que les aider et y compris redresser parfois une image qui peut être teintée de soupçons à l'égard du consommateur qui souhaite de plus en plus aussi savoir dans quelles conditions les produits sont fabriqués. Bien sûr. Pour finir cet entretien, Bernard Thibault, vous évoquez quand même aussi la question du rapport, voire des collusions d'intérêts qu'il peut y avoir entre ces multinationales et ces États. Et... Oui, il y a manifestement des zones du globe où des États qui ne sont pas des États démocratiques ou des régimes très autoritaires, des entreprises, je veux dire, savent jouer aussi de la négligence de certains États. Voire des systèmes qui sont particulièrement corrompus. Ça existe aussi dans l'économie. Alors il y a celles qui ne veulent absolument pas tomber dans ce travers et sont vigilantes. Je traite aussi, sous un chapitre, ce que j'estime être les limites de la responsabilité sociale des entreprises. De ce point de vue-là, à la fois il faut encourager les entreprises à prendre elles-mêmes des mesures, des dispositions, des dispositifs d'autocontrôle de la manière dont leurs productions sont opérées. C'est absolument indispensable. Mais en même temps, d'un point de vue de la vérification, je dirais, on ne peut pas s'en tenir à l'autodéclaration de ces mêmes entreprises qui peuvent dire la main sur le cœur, moi je vous garantis que j'opère mes activités en faisant très attention à l'environnement, je peux vous garantir que je fais très attention au respect des droits de l'homme et aux conventions internationales du travail. Il faut accepter d'avoir une autorité de contrôle indépendante de ces entreprises, et qui mieux que l'Organisation internationale du travail pourrait être reconnue pour intervenir. Mais c'est vrai que certaines entreprises peuvent trouver avantage à avoir des gouvernements, des États qui savent fermer les yeux sur des infractions notables aux normes internationales du travail. La justice sociale face au marché total, c'était un livre d'Alain Supiot, professeur au Collège de France. Bernard Thibault, la troisième guerre mondiale et sociale. Merci de votre venue. Merci beaucoup.